muri 1994 twari twakatiwe, twari twagenewe igihano kiruta ibindi, twari twakatiwe igihano cy'urupfu. Twari abana, twari twakoze icyaha gikomeye, icyaha cyo kuvuga turi Abatutsi. Ntitwari twenyine, hamwe n'imiryango yacu ndetse na miliyoni n'igice irenga y'abandi banyabyaha n'abantu, ariko nabo ni Abatutsi. Abarenga 1/3 muri twe bishwe n'imihoro, impiri n'ibindi. Muri Mata kugeza Nyakanga 1994, mu misozi y'u Rwanda, umutima wa Afurika y'ibiyaga bigari, twe twararokotse, badutwaye byose uretse ijambo. On peut commencer par parler comme on nous appelait les serpents. Donc voilà le sujet. Je me rappelle vraiment quand j'étais un enfant, moi, quand on disait à l'étranger, comme c'est un endroit que je ne suis pas encore allé, tu vois, quand tu habites ici, tu es un enfant, tu n'as même pas le droit d'aller à l'extérieur tout seul, tu vois. En fait, en gros, quand tu vas à une autre colline, on te dit, par exemple, on disait, telle personne, il est parti à l'étranger. Pour moi, je croyais qu'il est parti, il est parti de l'autre colline. Et là, moi, là, on était à Jali, moi, je regardais sur l'ordi, je croyais que c'est l'étranger. Donc, il est allé jusqu'en France, quand même. Mais oui. Alors en fait, moi, mon père, il était en France au moment du génocide. C'est même comme ça qu'il a survécu. Et donc nous, vu qu'on était dans le sud, après, on a réussi à aller jusqu'au Burundi, donc le pays voisin du sud. On est resté là-bas jusqu'au mois de juillet. Et là-bas, mon père, il a appris qu'on était vivants. Il est venu nous chercher. Il nous a ramenés en France. En fait, quand je regarde les lieux sur la carte de la France, en fait, ça fait le Rwanda sur la carte de l'Afrique. Parce que c'est situé exactement au même endroit. En fait, moi, la toute première fois où j'ai un peu rencontré l'histoire du génocide, etc., c'était justement en lisant le livre d'Esther Mujawayo. Et en fait, je lisais un livre qui s'appelait Survivante, écrit par une rescapée. Et je trouvais que c'était le livre le plus plein de vie que j'avais jamais lu. Au début, on avait commencé par l'atelier d'écriture. Tu te rappelles que, ouais, mais c'était tu vois, mais voilà, ça n'a pas marché. Pas du tout. Et donc là, c'est vrai que... Parce qu'il y avait cette question, voilà, atelier d'écriture. Toi, tu me disais, mais oui, mais nous, on n'écrit pas. Oui, c'est pas dans notre écriture. Par contre, on tchatche, quoi. Par contre, on parle. Et puis, il y avait aussi l'idée d'enregistrer, quoi. Du coup, pas écrire, mais enregistrer des paroles. Enfin, ouais, tout ça, c'est toi aussi qui a pu... Enfin, moi, j'en savais rien, au fond. Après, il y avait Élise qui s'occupait de nous, qui vraiment qui prenait, qui était aux petits soins, qui nous donnait le temps sans faire vraiment la psychologue, mais elle en faisait quand même. Et après, le coup du spectacle, ça a été la rencontre de Dominique. J'ai rencontré Jeanne, on a déjeuné ensemble, c'était fait. C'était évident. Ça peut pas, pour moi, c'est pas autre chose. Et la soirée à laquelle j'ai été présent en avril, une des soirées de réunion du groupe, ça n'a fait que confirmer ça. Mais c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Et du coup, il y a un serpent qui est rentré chez nous. Et tout le monde s'est mis à la poursuivre. Mais vraiment, mais avec une force qui m'a effrayée. Donc, il y en a qui prenaient une chaussure, il y en a qui prenaient un mouko, il y en a qui prenaient... Enfin, tout ce qui pouvait constituer une arme. Des chaises déplacées, tu vois, c'était sous le lit parce qu'il fallait la trouver et la battre, quoi. Mais ça m'a plongé, ça m'a mis dans un tel état parce que je me suis dit, mais en fait, c'était, mais de quel droit on peut pourchasser un être vivant, en fait. Et je me suis mise à trembler, mais j'avais peur, et c'était vraiment, là, je me suis dit, ça y est, je connaissais pas encore le mot traumatisme, mais je me suis dit, mais c'est ça, le traumatisme, et faire le parallèle avec tout ce qu'on vient de vivre.
Mais j'ai commencé à... Pourtant, j'étais jeune, hein, mais j'ai commencé à me dire, mais... On était pourchassés il n'y a pas longtemps avec tout, on nous cherchait dans les bananiers, sous le lit, partout, dans les arbres. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on faisait avec ce pauvre petit être vivant en fait. Après le choix, il est émotionnel, il est politique et émotionnel ce qu'on fait. Hein, il y a des choses qui nous touchent, on dit ça c'est trop fort, ou ça c'est drôle. Il y a des choses qui touchent l'enfance, qui sont émouvantes parce que c'est avant le génocide, par exemple. Il y a brusquement une réflexion sur la politique actuelle de Kagame. On se dit, tiens, ça c'est intéressant. C'est ça qui est fort dans leur témoignage. C'était au tout début, on s'était dit, tiens, notre fil, ça va être l'enfance. Notre fil rouge. C'est-à-dire que dans moi, tous les témoignages que j'ai pu lire, entendre, c'était des personnes qui étaient adultes au moment du génocide. Et moi, ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'en fait, avant d'avoir alors certes des souvenirs de rescapés, de personnes qui ont vécu le génocide, c'était aussi des souvenirs d'enfance. Et parfois des choses tellement... Enfin, c'est aussi pour ça qu'avec Valence, on a réfléchi à ce groupe-là où on se disait il faut qu'il y ait des anecdotes, il faut qu'il puisse y avoir des blagues, il faut qu'il y ait des toutes petites choses, parce qu'en fait, ces toutes petites choses, elles cachent l'essentiel de ce qui a été le vécu intime de ce génocide-là. Moi, mon histoire, c'est un peu un puzzle. Et je pense que c'est un peu le cas de tous les rescapés, parce que la plupart des gens qui sont au courant de cette histoire, ils sont morts. Enfin, les gens qui auraient pu te raconter ce qui s'est passé sont morts. Ou ceux qui te racontent, ils n'ont pas les bonnes informations, ils n'étaient pas là, c'est quelqu'un qui lui a dit. Il y a aussi les histoires des tribunaux, des génocidaires qui veulent pas dire ou quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, c'était un peu un puzzle de ce que mon père m'a dit, de ce que j'entends, sans que les gens sachent. Mais quand ils parlent, les vieux, quand ils parlent entre eux, il y a des choses que je récupère. Mais sinon, il y a beaucoup de ma tante. Ouais. Et de mon frère aussi, qui lui a des souvenirs. Mes cousins. On a écrit chacun un mot. Et après, on va choisir, parmi les mots qu'on a écrits, le plus jeune il va choisir. On va piquer un mot comme ça, on va discuter autour de ce mot. Donc chaque mot pioché, donc on dit tout ce qui nous revient, les images, les souvenirs d'avant le génocide, pendant le génocide et tout. Et un mot pouvant en entraîner un autre, donc ça va s'enchaîner et chacun va dire ce qui lui revient par rapport à ça. Bien évidemment, on finit par revenir sur le génocide, c'est sûr, mais pas que. C'est vraiment une histoire de dire qu'est-ce qui vous traverse la tête et qu'est-ce qui vous reste de vos souvenirs d'enfance, d'adolescence, d'avant, d'après. Voilà, c'est libre. Ok, on pioche. Ok. C'est qui le plus jeune? Bah c'est toi. C'est toi? Ouais, c'est ça. Moquez-vous. Et moi aussi. Haricot rouge. Ah non! Bah, haricot rouge. Hein. En fait, mon frère, au moment du génocide, il avait 8 ans. Et c'est lui qui apprenait le Kinyarwanda à ce cousin-là, parce que le Kinyarwanda, c'est compliqué. Et donc mon frère, lui, il était très
à ce moment-là, il était très fort en Kinyarwanda. Et c'est donc lui qui apprenait le Kinyarwanda. Et ce cousin-là, après le génocide, il a perdu la parole. Jusqu'en 2002. Je sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qui a fait qu'il apprenne la parole. Et mon frère, lui, ne parle plus Kinyarwanda. Donc c'est pour dire que le génocide, c'est vraiment un choc parce que on en vient à même perdre sa langue ou perdre le Kinyarwanda. Et donc quand ils se croisent maintenant, mon cousin il dit mais comment ça se fait que tu parles plus Kinyarwanda alors que c'est toi qui me l'as appris? Je me rappelle une fois en France, mon père il travaillait, donc on allait souvent à l'école tout seul avec mon frère et ma soeur. Et un jour on a croisé quelqu'un, un monsieur, qui est venu nous voir et nous a dit vous êtes Rwandais, vous êtes Hutu ou vous êtes Tutsi? Donc à ce moment-là on lui a pas répondu. Et le soir, on a raconté ça à notre père. Il a dit non, c'est pas possible. Il s'est rendu compte que c'était devenu trop dangereux de parler Kinyarwanda. Il a dit maintenant, plus de Kinyarwanda, celui qui parle Kinyarwanda, il sera puni. Et on avait des colliers. Et à chaque mot en Kinyarwanda, il nous mettait un gros cadenas, un cadenas énorme. Et donc, de mot en mot, ça devenait de plus en plus pesant. Et puis il y avait aussi le fait qu'on devait aller à l'école rapidement, donc apprendre plus rapidement le français. Donc, ah ouais, les cadenas, ça, c'est resté en tête. Mon père nous avait interdit de parler Kinyarwanda très jeune. Mais bon, après, moi, quand je suis arrivé au collège, donc on parlait plus Kinyarwanda, j'avais oublié, on a tous oublié. Mais moi j'avais envie de réapprendre, donc entre autres, c'est une des raisons qui a fait que je suis reparti au Rwanda, je suis retourné au Rwanda pour finir mon cycle secondaire, du collège, lycée. Enfin j'avais fini le collège ici, donc j'ai fait le lycée au Rwanda et voilà, j'ai appris le Kinyarwanda sur le tas. Il nous a raconté, il arrive à une barrière, il avait sa carte d'identité, et là, il la sort, et il était Tutsi, mais il était moche, Et il arrive, il la présente, les Sénégalais me le regardent, mais il dit, mais toi, même si tu es Tutsi, on t'a menti, tu peux partir. Et là, il nous raconte, il était tranquille, il a jeté sa carte, mais il marchait. Tout le temps, il passait les barrières, il s'en foutait, mais plus personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Il a juste changé de région à partir du moment où personne ne le connaissait, mais tranquille. Il a dû se sentir vexé. Ah non, mais je peux te dire qu'il était tranquille. Et puis il racontait, du coup, voilà, il a jeté sa carte, il passait partout, il n'avait plus de problème. Ah, des fois, c'est bien d'être moche. Jeanne, t'es une comédienne née, c'est pas croyable. Ah non, mais c'est vrai, attends. T'as vu comment elle est? T'as vu comment elle est? Peut-être se sous-estimer, quoi. Ce qu'on est en train de faire avec Élise et puis avec tout le groupe, c'est simplement d'aider à transmettre et d'essayer de conserver l'originalité profonde des rencontres qui ont eu lieu entre janvier et juin. Tu sais, je suis né en 1943, je suis juif. Donc, ma famille était réfugiée dans un petit village de Haute-Savoie. Elle a été sauvée par le village, qui a été génial, avec ma famille. Et donc, évidemment, moi je ne suis pas du tout dans une rumination du passé, c'est pas ça. Mais j'ai été élevé là-dedans. Et donc les questions liées... mais ça dépasse pour moi la question du génocide. C'est la question du rapport à l'autre, en fait. Des rapports inégalitaires. Si je m'intéresse à l'esclavage ou aux histoires liées à la colonisation, c'est ça aussi qui me... C'est toujours l'autre, c'est quand même celui qu'on méprise ou qu'on considère comme son égal. Et tout ce qui tourne autour de ça dans l'histoire du monde. Les génocides étant la forme extrême, la plus effroyable et la plus aboutie du mépris de l'autre.
Mais moi, je me laisse tomber. Hein. Oui, c'est ça. Mais on peut te laisser. N'oublie pas quand même. C'est bien, il faut prendre le temps comme ça de ralentir et de repartir. Tout en douceur comme ça. Ouais. C'est que ça crée en plus un petit suspense, on ne sait pas de quel côté ça va arriver. Les yeux fermés complètement. Ah, et puis En fait, il faut toujours la toucher pour savoir où elle va tomber. Quoi. Oh, mon chapeau! Je crois que c'est très très serré. J'arrive même pas à tomber. Mais on n'arrive même pas à tomber, c'est pas drôle. C'est vrai, ça va. La dernière fois, on a tombé. On va tomber par terre. Oui, il y a Ah, quoi, non, non. Elle est morte. C'est vrai que c'est une des tendances lourdes de la compagnie de travailler sur des transmissions, voilà, sur des transmissions d'histoires récentes ou plus anciennes, mais quand même liées soit en effet à des questions liées à des génocides, soit à des problèmes liés à la colonisation, à l'esclavage. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas que ça ma compagnie, mais c'est quand même essentiellement ça. Alors, les saisons. Alors, il faut savoir que moi, j'ai grandi à la campagne jusqu'à 15 ans. Et la vie à la campagne est rythmée par les cultures, surtout le sorgho, c'est une céréale, et bien évidemment les haricots. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, les femmes déjà jouent un grand rôle. Et puis les enfants aussi, parce qu'une fois que les haricots ils sont prêts, il faut aller les chercher. Il y en a qui mangent frais, il y en a qui mangent une fois qu'ils sont séchés. Mais le problème des haricots, c'est qu'il y avait toujours moyen de tomber sur une chenille. Et moi j'ai toujours eu la peur de chenille. Surtout, c'était vraiment la phobie depuis que j'étais gamine. Et donc un jour, en gardant les chevaux, cette fois-ci ce n'était même pas en allant chercher les haricots. Je gardais les chevaux, c'était un matin, un dimanche. Les chevaux. Les vaches. Quand je parle de chevaux. C'est pas les veaux plutôt? Les veaux. Il y en a. Il n'y a pas de chevaux chez nous. C'est déjà bien. Et j'ai vu un cheval de première fois en arrivant ici. Un veau. Je crois que je ne vais pas jouer. J'en ai vu hier. Je continue ou pas? Vraiment, il faut faire attention à ce qui se passe sur la route entre Lyon et Lille. Il ne faut pas le regarder.
Il va conduire et se va concentrer. Oui, les chevaux. J'y arrive plus. C'est ce jour-là que j'ai eu une chenille qui est montée dans mes habits. Du coup, j'ai abandonné les veaux sur la colline. Je me suis déshabillée complètement. J'ai couru, imaginez, enfin j'étais jeune certes, mais imaginez une petite fille qui court toute nue sur la colline. Et donc, il n'y avait que mon grand-père qui était fatigué, il ne savait plus quoi faire. Et donc, voilà, c'était catastrophique. Et ma mère a essayé de tout faire pour que je remette ses habits. Jamais, je les ai remis. Mais du coup, comme ça nous ramène toujours au génocide, pendant le génocide, lorsque je me cachais, ma mère, qui est vivante mais qui n'était pas avec moi pendant cette période, elle était persuadée que j'avais été tuée parce que j'ai vu une chenille et je suis sortie de ma cachette. Mais je vous dis ça, non. La vie est super importante. Je ne me rappelle même pas avoir vu une mouche. J'ai tout fait. Alors, je ne sais pas si j'ai fermé les yeux, si j'ai les yeux bandés. En tout cas, j'ai rien vu et je peux vous dire que je ne suis pas sortie une seule fois de ma cachette. Pendant longtemps, je ne le disais pas. Par exemple, à Toulouse, je ne disais pas grand-chose. Je ne voulais même pas que j'aille sache au final. Parce que je voulais qu'on me prenne comme quelqu'un de normal. Ou alors, je n'avais pas encore réalisé que témoigner, parler de ce qui m'était arrivé était peut-être primordial pour moi et pour les disparus, mais c'était pas la première chose que je faisais quand je suis arrivée en France. Je voulais qu'on ne me voie pas comme une victime. Et déjà, quand je disais que j'étais du Rwanda, les gens, ils avaient « Oh, tu es touti ou tout ?» Et tu as perdu les membres de ta famille, c'était tout le temps ça. Et du coup, à un moment donné, t'as pas envie, quoi. Donc moi, j'ai pas vraiment le souvenir des voitures parce qu'en fait, mon père, il aimait pas trop les voitures. Il disait que les voitures, c'était pour les petits. Parce que tu vois, au Rwanda, les routes, elles sont un peu cabossées, il y a des creux, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand tu conduis la voiture, tu tapes, quand tu sautes, tu roules, tu tapes ta tête contre le plafond de la voiture et donc ça fait, c'est pas... Alors lui, s'est déplacé seulement en moto. Comme ça, quand ça saute, tu sautes et tu retombes avec. Donc il n'aimait vraiment pas les voitures, il disait que c'était pour les petits. Il utilisait seulement les voitures pour le travail parce que mon père il était vétérinaire. Et donc lui, après, il a réussi à sortir du pays. C'est notre longue histoire. Donc lui, il a survécu et de toute sa famille, de tout ce qu'on avait dans la famille, il reste que sa moto. Après le génocide, donc pendant le génocide, donc le moto, toute la famille était morte, même les matériels, tout ça, et ça restait que sa moto. Et après le génocide, le moto, il a eu, dans sa famille, c'est son neveu qui est resté, donc il a donné son moto. Sa moto. C'est la moto de ton père. Ah ouais? Donc, malheureusement, son neveu est mort sur cette moto. Ouais, c'est pas trop simple. J'ai jamais dit, mais ce que j'ai vécu, mais ça me donne envie de dire. Quand je vois quelqu'un qui raconte, moi aussi ça me donne envie de dire, mais ça bloque, mais peut-être ça va arriver, mais ça me donne envie de dire, d'aller témoigner. Tout ce qui me permet d'être avec les rescapés, je prends, en fait. Et tout ce qui permet aux rescapés de dire ce qui leur est arrivé, je prends. Et c'est probablement la chose qui manquait à Ibuka, c'est l'espace pour que les rescapés parlent. Que ce soit des bons ou de mauvais souvenirs, mais qu'ils parlent, parce que c'est quand même la vie, même si on est là, mais
s'est arrêté net. Et donc, voilà, de trouver un espace dans un pays étranger où tout le monde vit sa vie, et l'espace qui te permet de vivre bien, de dire tout ce qui te passe par la tête, ben, la question ne s'est même pas posée. C'est là vraiment. C'est au genou. C'est remonté. À la base, c'était pas au genou. C'était là. Toi, t'as changé. C'est moi? Ouais. Non, c'est Jeanne qui t'a pris. C'est pas moi. De toute façon, à chaque fois qu'on se voit, c'est à peu près ça. C'est à peu près. On parle de ça, on en rigole, on se rappelle des souvenirs, on parle d'autres choses. Donc, moi, ça me semblait pas très différent de nos soirées habituelles, alors j'ai dit oui. Ça me donne, enfin, moi, ça me soulage parce qu'on est dans le... C'est comme la famille. C'est comme la famille, on discute, on rigole, tout ça, on dit tout, quoi. C'est comme la famille, quand on est ensemble, c'est comme la famille. Ouais. T'es pas seul, quoi. Tu dis, bah, je suis pas seule. Donc je me suis pris en train de penser que j'aurais très très facilement pu, voire dû, faire partie de ce Émilion dont on parle, sans les nommer, qui reste souvent abstrait. Et des fois je me dis, mais waouh, là, j'aurais pas connu tout ce que j'ai connu. Et après je me dis, ben... Ça veut dire qu'on m'aurait oublié? Non. Après, je me dis non, il y a forcément des gens qui auraient parlé de moi, de ce que j'ai subi. Et du coup, ben, je me dis tous qui sont partis dans les conditions que nous connaissons, ben, il faut bien qu'on parle d'eux. Sinon, ça serait très très grave, en fait. Si on arrêtait de parler d'eux, ça veut dire que vraiment ils ont disparu, quoi. Et ça m'effraie. J'ai tiré pour vous, est-ce que je vous les donne maintenant? Ouais. Le débat final. Alors, il y en a qui l'ont déjà, ils vont l'avoir en double, mais c'est bien, c'est bien. Il est en plus gros. J'ai mis acte 1, acte 2, acte 3. Vous verrez que c'est parce qu'en fait, il y a des moments, guidés par Manzi, qui sont des points de repère où ça change un peu de... Il y a un premier moment, un deuxième moment où Manzi dit non, mais ça, c'est des conneries. Hop, ça prend une autre couleur. Et à un autre moment, où Manzi dit mais moi, je sais qui est où tout. Et hop, donc il y a 3 phases. Donc c'est pour ça que, enfin moi vraiment, il y a eu des planificateurs, quoi. Ça a été planifié surtout par des intellectuels. Tu vois, dans les quartiers, ils faisaient des conseils de sécurité pour établir les listes des Tutsis qui devaient mourir. Et donc il y en a certains qui disaient qu'il n'y avait pas de liste. Enfin, en ville, il faisait des listes, mais à la campagne, il n'y avait pas besoin, puisque tout le monde se connaissait, tous les voisins se connaissaient. Enfin, les gens, ils voyaient, il y avait 5 morts, et ils disent il en manque 2. Parce qu'ils savent que dans cette famille, il y a 7 enfants, quoi. Voilà. Après, je me souviens plus. Non. Vous avez dit... Alors que tout le monde, dans les médias, on parlait que de ça et tout. Mais il y a des gens qui connaissent pas quand même, quoi. Ou bien des gens qui savent pas c'est qui a tué qui. Il y a des gens qui pensent que ce sont les Tutsis qui ont tué les Hutus, alors que c'était les Tutsis qui étaient tués. Et là, je me dis, il faut quand même sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent, quoi. Il faut aussi faire le travail de transmission de la mémoire. Et là, franchement, je vais le faire toute ma vie. Après, mes enfants aussi, mes petits-enfants, ils vont continuer après moi. C'est un jour j'en ai. Quand j'ai intégré Ibuka, que j'ai commencé à comprendre ce que c'était mes droits aussi, à fréquenter les associations comme Survie que j'ai fréquenté rapidement à Toulouse.
Et de là, en fait, j'ai commencé à comprendre que c'était pas normal de le vivre en silence, en fait. Et puis petit à petit, surtout avec, vraiment avec les premiers membres d'Ibuka que nous étions, on discutait beaucoup à l'époque. Et là, oui, c'est là où j'ai vraiment réalisé qu'il ne fallait pas me taire. Mais au début, c'était pas facile. On dit la guerre ou on parle du génocide? En fait, il y a eu le génocide au moment où il y avait la guerre. Le FPL contre le gouvernement rwandais. Et du coup, après 1994, on disait avant le génocide, après le génocide, et il y a eu des gens qui disaient avant la guerre, après la guerre, et les deux se sont mélangés. En Kenya-Rwanda, il dit Nambara. Et justement, on a tout fait pour utiliser le mot génocide, car cela a toujours été utilisé par des négationnistes de parler de la guerre. Ces gens-là n'arrêtent pas de dire guerre, guerre, guerre. Et du coup, on essaie aussi de ne pas dire le génocide rwandais, car ce n'est pas tous les Rwandais qui étaient visés, c'était les Tutsis et les Mots. Je sais pas, quand tu dis le mot guerre, j'ai l'impression d'entendre les enfants qui disent c'est la guerre, comme si on comprend pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'entendre des enfants que vous étiez. En même temps, car moi j'ai l'impression d'être toujours l'enfant que j'étais. Parce que par exemple, j'allais dire la guerre. Il y a quelque chose qui me chagrine là-dedans. Il y avait la guerre à partir de 90 et le génocide, les 3 mois d'avril, mai, juin 94, ça a été un trou noir incompréhensible. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que je ne me souviens pas de ce moment-là. Pour ce qui est de 90 à 94, quand Habyarimana a été tué, quand le génocide a commencé, je me souviens de beaucoup de choses en fait. Vous voyez, ça se justifie car le génocide nous est tombé dessus. Et même après que des personnes aient été tuées, on ne savait pas ce qui peut se passer, tellement ça dépassait ce qu'on peut comprendre. Ça fait partie d'un débat. Si on veut expliquer tout, oui, de toute façon, ça va durer 1 heure. Nous, on fait du théâtre, on n'est pas là pour expliquer ce qui s'est passé, quoi. Donc, on n'est pas là pour expliquer. Donc, ce qu'elle explique, lui, c'est juste vite fait. C'est comme ça, il voit comme ça. Après, il y a d'autres qui peuvent le voir autrement. C'est pas une vérité générale. Donc après, voilà. C'est là où tu disais, donc il peut y avoir des questions après, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un débat même après dans la pièce. Donc moi je pense qu'il ne faut pas non plus... J'ai trouvé moi-même mon petit frère. En fait, à Jali, là, il y a le camp de gendarmerie, tu vois. Et là, à côté, donc, là, c'est la rue. Et là, de l'autre côté, il y a beaucoup de boutiques. Il y avait beaucoup de maisons. Et là, tu vois la rambarde. Tu vois, au Rwanda, quand on construit des maisons de commerce, il y a beaucoup de balcons. Tu vois, là, sur les balcons, c'était comme ici, il y avait beaucoup de cadavres jusqu'à la rue. Et là, pour rentrer dans la maison, il y avait une fille, tu vois, comme ça, pour rentrer, tu passes entre les cadavres, des tonnes de cadavres. Et là, je rentre dedans, et c'est là où il y avait des blessés. Et c'est là où tu as trouvé ton petit frère? Tu le cherchais, ton petit frère? Oui, je cherchais mon petit frère. Et du coup, je rentre dedans, et là, je rentre, et là, je vois une dame qui était ma cousine. Ma voisine. Ma voisine. La voisine, c'est ça, hein? Oui, ma voisine. Oui, c'était ma voisine. Quand on rentrait dedans, on entendait parler, mais comme on rentrait dedans, on ne voit même pas sa bouche, quoi. Et là, mon petit frère était là. Il était juste là, à ses côtés. Et là, je vois mon petit frère. Je me dis, nous, on va nous évacuer. On va descendre vers Gyogo. Et après, on va nous amener à Byumba, quoi. Non, il ne marche pas, en fait. Il ne parle pas, il ne marche pas. Il avait une arythmie, donc il était jeune, quoi. Mais il était blessé? Oui, il était blessé, donc il avait un coup de machette derrière la tête. Et donc il était déjà bébé, donc, et donc je le prends, je pars à Gihogwe, et là, au bout d'un moment, on se dit on va aller à Byumba. Donc on se prépare pour aller à Byumba.
Et du coup, là, là j'avais rencontré une dame donc, qui était la cousine à ma mère, donc ma tante. Et du coup, j'étais resté avec elle, et moi et mon petit frère avec elle. Et petit à petit, il y a ses enfants qui sont... elle a retrouvé ses enfants, donc petit à petit, tout au long de quelques jours qu'on est resté donc, à Uruguay, elle a retrouvé ses enfants. Mais ses enfants, ils étaient petits. Et donc, au moment de partir à Uruguay, le problème c'était comment on va partir et qu'est-ce qu'on va porter. Et là, la question ne se pose pas, il faut déjà prendre donc, de quoi manger, et après, au reste, on laisse. Et là, il me donne une grande casserole de haricots rouges. Il me donne la casserole et après, je lui demande alors comment je peux porter ça et mon petit frère. Et du coup, il me dit de toute façon, la question ne se pose pas, donc ton petit frère de toute façon il va mourir, donc il faut le laisser là. Il faut juste prendre la casserole. Et là, je me dis, non, je ne peux pas, je ne pouvais pas laisser mon petit frère, même si, au fond de moi, donc, je voyais que donc, je pensais qu'il va mourir, mais je n'avais pas envie de le laisser. Et du coup, je prends mon petit frère et je prends la casserole, et du coup, on marche donc vers Byumba. Ouais. Elle était chaude? Bah oui, j'étais chaude. Combien de temps de marche jusqu'à Byumba? Oui, donc de Byumba, je pense que de Kigali à Byumba, je pense que normalement c'est 3 heures, je crois, en voiture, de Kigali à Byumba. Donc là, je marchais à peu près, on marchait donc à peu près 25 km comme ça, donc de Uruguay à Nyationga. Et donc, arrivé à Nyationga, on me dit qu'on va se reposer. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. J'avais 6 ans, j'ai eu 7 ans donc, pendant le génocide. Et du coup, on arrive donc à Nyationga, je pose la casserole. Et là, je croise une fille donc, qui était la cousine de mon père. Et elle était jeune aussi. Et je la vois, elle portait une matelas. Et du coup, elle me demande, est-ce que tu choisis en gros entre le matelas et ton petit frère. Moi, je peux porter ton petit frère et toi, tu portes une matelas. Et là, je lui dis, oui, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que j'ai une casserole dans le PC, donc je ne vais pas porter les deux, quoi. Et elle me dit, mais non, il ne faut pas te porter, il faut que tu portes l'un, pas le dé, quoi. Et du coup, donc là, j'ai pris matelas. Mais le problème, c'est que c'était la séparation avec ma tante, quoi. Et j'ai pris donc le matelas et elle a pris mon petit frère. Il y avait des haricots que beaucoup connaissent, des petits haricots, des haricots nés on va dire, et des haricots qui grimpent sur des petits bois. En fait, ils pointaient des petits bois dans le sort. Et le haricot, au fur et à mesure qu'il grandissait, il montait. Et là, justement, ces haricots, ils étaient souvent plantés dans les bananiers, et c'est ce qui donne en fait les haricots verts. Et donc on arrive, donc on saute, bien sûr on se couche directement dans les haricots, enfin on rampait avec ma grande sœur, et qu'est-ce qu'on voit? On tombe nez à nez avec les Interahamwe qui se déguisaient pour aller tuer parce que c'était la fin de la pluie. Alors on s'est dit, mais c'est fini, c'est quelque chose qu'on... Enfin, je ne sais pas si ma grande sœur se disait ça, mais moi je me suis dit, bon, on a lutté, on a été braves, là c'est beau, ça suffit. Et du coup, on les a regardés. Pour vous dire, franchement, je ne me rappelle pas que j'avais encore peur. C'était plus que ça. C'était, voilà, c'est la peur plus, et après, tu es quasiment relax. Donc on voit après, je ne peux pas vous dire que je l'ai fixé, vous comprenez bien que j'avais ma tête. Mais en tout cas, voilà, ils avaient des sifflets, puis il y en avait qui ils mettaient des bananiers qui ressemblaient à des feuilles de bananier qui étaient... je ne sais pas si vous connaissez, il y a des danseurs, c'est comme des danseurs quand ils se déguisent.
Et les plus effrayants, qui ressemblaient pour le coup au diable, c'est quand ils mettaient les feuilles mortes, sèches, parce qu'en plus ça fait des bruits. Et mêlé aux cris, au filimbi, à Tubatsembe, c'est un cauchemar. Et du coup, là, j'arrive pas à me rappeler, mais j'ai une image comme si on a réussi à prendre aussi une feuille pour justement se couvrir un tout petit peu plus que ce que les haricots nous offraient. Mais en tout cas, toujours est-il que on était masqués par les haricots et ces mecs, ils sont venus par partie, ils nous ont pas vus. Donc moi je dis vive haricots. Je dis mais mon histoire il n'a rien quoi. Je dis quand tu écoutes, quand tu lis les textes des autres, tu dis, si quelqu'un raconte ce qu'il a vécu, tu dis ouais c'est terrible. Tu dis mais est-ce que c'est vrai ou pas? Moi aussi il y a des fois je me demande la question, est-ce que c'est vrai que le génocide ça a été comme ça? Donc c'est un truc qui me dépasse jusqu'à maintenant. Moi j'aime pas être Tutsi. Voilà. Moi je croyais qu'être Tutsi c'était un truc qu'on choisit. Et moi j'aime pas être Tutsi. Parce que tu vois, être Tutsi, je me disais quand est-ce que je serai Hutu. Parce que tu vois, moi avec mes potes, et mes potes m'appelaient Tenia. Tenia? Ah ça c'est pas mal ça. C'est un genre de... C'est un verre de verre. C'est un verre. Il t'appelait serpent. C'était un verre de ventre. Parce qu'en fait, normalement, quand on a des maux de ventre, quand on a mal de ventre, on a des vers, on dit inzoka zomonda. Et donc littéralement, ça veut dire serpent du ventre quoi. Et donc Tenia faisait partie de ces serpents. Ah ouais, j'avais pas pensé. Tu étais un serpent. Ouais, donc des Tutsis, des serpents. Oui, j'avais pas pensé. Et en plus, toi, tu avais droit à un serpent particulier. Ah voilà quoi, donc quand même. Moi j'avais quand même, donc oui, on ne descend pas des rois pour rien. Les Tutsis c'était des serpents et moi on m'avait donné un serpent particulier. Ah mais c'est horrible. Ah oui. Donc et du coup avec mes potes et mes amis on jouait, c'était des amis, on jouait et ils me frappaient et moi je croyais que donc pour me frapper c'était pour eux c'était normal. Et au bout des moments aussi, je trouvais ça normal. Et un jour, vraiment là, ils m'ont frappé et là, j'ai trouvé ça me dépassait. Et là, ils m'ont frappé, je suis rentré et j'ai demandé à ma mère. Voilà, d'accord. Tu vois, moi je me dis un truc que je trouve hyper fort aussi, c'est que clairement vous avez été pensé par les bourreaux et les Hutus comme des êtres qu'il fallait éliminer, qui étaient gênants, etc. Eux, ils vous ont pensé comme ça. Si bien qu'à un moment donné, si tu me dis, moi je voulais plus être Tutsi, vous-même vous avez commencé à vous dire, attends, c'est pas bien, il faut plus qu'il y ait Tutsi, etc. Enfin, c'est un génocide et vous avez quand même été abandonné par la communauté internationale. Donc il y a une espèce de double vécu comme ça, de vous êtes gênant, on vous abandonne, tout ça. Et moi je me dis peut-être que ça vient rétablir ça un petit peu, le fait qu'il y ait un public qui écoute, c'est qu'à un moment donné, non seulement vous n'êtes pas gênant avec vos histoires, parce que moi je me demande si parfois vous vous dites pas un peu ça. Ah oui, ouais. Ah oui. Enfin c'est ça en fait, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui le fait de raconter devant un public comme ça, moi je pense que c'est une sorte de nous donner, nous, la justice qu'on n'a pas eue. Parce que pendant, c'est vrai qu'au début du génocide, tu vois, pendant la préparation du génocide, ils ont commencé par déjà nous enlever notre identité, quoi. Donc en gros, on n'avait plus envie d'être Tutsi, on n'avait plus envie de... Voilà. Et pendant le génocide, donc, on nous a éliminés. Et après le génocide non plus, on n'a pas eu de justice qu'on n'aurait pas... Voilà, je sais pas. Donc, il y a ce côté aussi de...
moi, toujours, je me demande, est-ce que si, aujourd'hui, si je raconte pas ça, c'est, comment dire, c'est de rester dans son, voilà, dans son avant et pendant le génocide, ou dire même que je suis Tutsi, c'était, non, je pouvais pas le dire. Ça Déjà, continue, si une autre personne le quelque dit, chose voilà. un peu du génocide quand même. Voilà. Alors que là, ça... Donc aujourd'hui, c'est comme si moi, enfin, en tout cas moi personnellement, c'est comme si je me redonne la justice moi-même, quoi, en gros, tu vois. Moi, ce qui me dérange de nos jours, c'est qu'on n'ait plus le droit de dire qu'on est Tutsi ou qu'on est Hutu. Si, on a le droit. Vas-y, va me dire au Rwanda. Non, on n'a pas le droit. Comment? Non, on a le t'as droit pas le droit. de dire qu'on est Hutu, on est Tutsi, on a le droit, sauf quel contexte. Voilà. C'est tabou. C'est pas que c'est tabou, mais par exemple, avec ça a été supprimé. Ça a été supprimé, c'est interdit, t'as pas le droit de dire. Non, non, t'as le droit. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, peu importe ce qui existe officiellement ou pas, mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui au Rwanda c'est aisé d'assumer son éthique publiquement. Non. D'ailleurs, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, mais c'est quand on voit combien c'était difficile d'être Tutsi. Oui, mais bon, ça. Et je trouve que, pour moi, c'est même pas une question d'être fier ou pas, mais assumer ce qu'on est. Et puis, bon sang, quoi, le porter tout en te disant que tu vas pas mourir ou que c'est un péché, dire que tu es né Tutsi et que tu es né Hutu et que tu vas pas mourir pour ça, quoi. Ouais. Aucun enseignant, aucun voisin, aucune copine avec qui tu jouais. S'il n'est pas mort, il a été tué. Ou il a tué plutôt. En fait, les gens ne comprennent pas. Mais c'est costaud ce qu'on a vécu au-delà du fait que tu as perdu les tiens. C'est juste que tu n'as plus rien. Tu n'as aucun repère. Et les gens, ils veulent que tu sois normal. Franchement. Tu penses que tes amis actuels, ça te plaît? Est-ce que j'ai le choix? Je vois Julien par exemple, ou Antoine. Je vois Antoine par exemple. Il a des amis de l'école maternelle. Soyez sérieux. Moi, mes amis de l'école maternelle, ils sont morts. J'avais des amis. Une amie qui s'appelait Bob. Aujourd'hui, à cause, je vois son visage. Je ne l'ai pas abandonné. J'ai pas été une mauvaise amie. Ils l'ont juste tué. Attends. C'est quand même le putain de connard. Bari muri ouverture. Nakiryama kimwa nakiryama. Tu as moi qui te chante. Qu'est-ce que toi de plus c'est moi qui il y a plus le chanteur rwandais, il y a plus des trucs comme ça, c'est incroyable. Comme maintenant il chante des trucs ridicules. Non, on dirait trop. C'est américain, c'est américanisé, trop occidentalisé. Et par exemple, les chansons, ça serait pas bien. Le film doit être pas côté.
C'est un des mecs. Ils l'ont tué les enfants. Ah, je La batterie. Comment Quand s'appelle même la depuis chanson hier quoi. Ah non, tu peux le ranger. Mais bon, voilà. Alors, le truc, peut-être, c'est que Valence, à ce moment-là, il faudra, même si L3 te pose des questions, il faut que tu répondes à tout le public et que tu racontes au public. Oui. Parce que peut-être que tu auras tendance à leur répondre en privé, mais il faut vraiment que ça s'élargisse pour englober les autres personnes, quoi, que ce soit pas quelque chose entre vous. Oui, en même temps, ça dépend de la longueur de la réponse. Et aujourd'hui, ah bah il est vivant. C'est à la personne qui a posé la question. Si après tu développes, c'est dans le développement que tu ouvres sur le public. Mais que ça renferme pas les choses dans l'histoire. On ne sait pas que quand on va poser des questions comme ça, les gens ils vont aussi poser des questions. Ah bah peut-être. S'ils posent des questions, vous les interrogez. Ça fait partie d'un. Ça serait magnifique que ça se passe comme ça. Ils n'oseront pas parce qu'ils n'oseraient pas interrompre. On verra. Ma grande sœur, donc, elle vivait dans une famille pendant le génocide. Et après, quand on lui disait d'aller faire des courses, et il mettait des billes. Donc, il mettait dedans pour que... Et donc, le nez, ça marche quoi, le nez gonfle. Et puis, moi aussi, j'ai fait ça pendant le génocide, mais c'était inutile parce qu'ils regardaient tout. Comme vous voyez, je mettais des billets, mais ça ne se passe pas. Mais voilà quoi. Aujourd'hui, tu peux savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. C'est que des suppositions. Ah non. Qui est Hutu, qui est Tutsi, moi je sais. Tu es sûr, moi? Ouais, je suis sûr. Ouais. Ah bon? Et tu sais pas? La généalogie, moi la mienne personnellement, je la connais. Ah bon, ton grand-père? Ouais. Lequel? Des deux côtés. Ah bon? Qui t'a dit qu'il est peut-être pas? Il a acheté beaucoup de vaches? Non. Et après, il a bu beaucoup de lait, il est devenu Tutsi, et voilà. Ben oui, ça prouve qu'il n'a jamais possédé les vaches. Moi je me dis, par exemple, le fait de me dire je suis pareil avec l'autre, donc en gros on est tous pareils, c'est ça le problème. C'est que moi j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on me dise je suis pareil avec l'autre pour l'apprécier. Moi je le respecte et puis voilà. Donc pour moi, voilà, c'est ça quoi. Moi j'ai pas. C'est ça que je veux qu'au fait ça change. C'est le fait de dire on est tous pareils. Voilà. Moi je peux être Tutsi et l'autre Hutu et après voilà on peut vivre ensemble. Quoi. Aucun enseignant, aucun voisin, aucune copine avec qui tu jouais. En fait, les gens ne comprennent pas. Mais c'est costaud ce qu'on a vécu. Au-delà du fait que tu perds les sciences, c'est juste que tu n'as plus rien, quoi. Tu n'as plus aucun repère et les gens veulent que tu sois normal, franchement. Par exemple, les photos, moi j'ai plus de photos d'avant 95. Moi non plus, j'ai pas de photos d'enfance. Moi non plus. Au fait, on n'a rien. Moi j'ai même pas de photos de mes parents. Moi je me rappelle même pas de leur visage. Des fois, on me dit tu ressembles à ton père et voilà. Il est volé. Il voulait tout faire disparaître, même les photos. Moi, on a été fouillés. On a été à la commune. Et on a trouvé une fiche où il y avait une photo de papa. C'est là qu'on a grandi par l'examen. Après, je ne sais pas. Mais j'en pleure pas tous les jours. Mais oui, il y a forcément une fois dans la journée où j'y pense. Pour X ou Y raison, mais ouais. Et c'est pour ça que je ne sais pas quelle forme on doit trouver, mais c'est un truc, quand on sait que c'est vraiment des gens qui vivaient comme nous et paf. Et on dit, ouais, après on continue notre vie comme si rien n'était, ben non. C'est la raison pour laquelle je dois continuer, peu importe la forme. À l'écrit, à l'oral, les tableaux, les conférences. Avec ma petite voix, ben, il faut le dire. Voilà.
Alors après, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, c'est une grande question. Je crois que oui. Je crois que ça aide. Voilà, ça aide à réfléchir. Ça ne change pas radicalement les choses. Ça ne suffit pas. C'est une goutte d'eau. Mais ça fait partie des gouttes d'eau qu'il faut amener. Voilà. Ça fait un soulagement. Parce que c'est comme un poids, en fait. C'est comme un poids qui pèse sur moi. Mais quand on arrive à en parler, c'est comme un truc qui sort, quoi. Un truc, je sais pas... Comme si tu avais quelque chose à l'intérieur de toi qui n'arrive pas à sortir. Et là, quand on en parle, c'est un soulagement, quoi. Des fois, c'est comme quand on pleure, on se sent soulagé, quoi. Là, du coup, là, ça aussi, c'est un soulagement. Ça aide beaucoup. C'est là que je disais, ça te donne envie de parler. De parler aussi ce que tu as vécu. De parler... plein de choses, il y a plein de choses, donc je te dis un jour moi aussi je vais parler. C'est pas une histoire d'envie, mais c'est une histoire de... Déjà, c'est soit ça, j'ai pas envie de déclencher de la pitié, ou... tu vois, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se confie comme ça, ouais. Tu vois, faut le comprendre, savoir pourquoi ils t'ont dit ça, et, tu vois, t'impliques de beaucoup de choses et les gens se rendent pas forcément compte. Ou s'ils se rendent pas compte, c'est pas grave. Mais transmettre, dire que ce qui s'est passé se sache, ça c'est important parce que on peut pas, des millions de gens ne peuvent pas mourir comme ça dans le silence et tout le monde s'en fout et après voilà, on passe à autre chose, on tourne la page, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que les gens sachent comment, pourquoi, où, et pour que ça se reproduise pas déjà. Et assumer soit ses responsabilités, soit sa complicité, soit son non-assistance, soit ce genre de choses, quoi. Moi, je pense que c'est important. Aussi, je trouve que c'est très important parce que moi, mes amis, quand je leur parle des groupes, avec les rescapés, et j'arrivais pas à en parler parce que tout le monde disait « Oh là là, ça doit être l'horreur, etc. » Et je leur dis, bah oui, cette histoire, c'est l'horreur. Et pourtant, ces groupes, c'est pas l'horreur, en fait, parce que ils sont là, ils sont vivants, ils rigolent aussi, enfin, je veux dire... Et du coup, je trouve que c'est important de pouvoir aussi... Enfin, je pense que c'est important aussi de dire, ben, ces histoires si horribles, on peut en parler, on peut les changer, vous pouvez les entendre, ça va pas vous détruire, vous allez rentrer chez vous, enfin... mais par contre, on peut en parler, quoi. Ça peut devenir un, entre guillemets, objet de circulation humain. C'est pas quelque chose de tabou et de quoi on va pas parler parce que ça va être trop horrible pour ceux qui entendent. Enfin non, c'est humain, c'est de l'humain et qui a été extrêmement inhumain à un moment donné. Et donc c'est important que ce soit mis dans, je dirais, la circulation humaine, des échanges, d'émotions, de paroles, etc. Ces histoires-là.